Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Selling Café. C'est la rentrée, j'espère que vous avez passé un bon été et que vous êtes prêts pour cette rentrée un peu sur les chapeaux de roue avec beaucoup de courses du côté de Lorient et bien sûr la route du Rhum à l'automne, donc c'est très bientôt. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une pièce que vous ne verrez pas sur les pontons, puisqu'on va s'intéresser à la conception des moules dans la fabrication des bateaux. Comme vous le savez, dans la course au large, chaque détail compte, y compris dans ces étapes de production, où finalement le moule est devenu un levier d'innovation, un bon terrain de jeu pour les ingénieurs et les industriels. On a des sujets matériaux, méthodes de fabrication, avec beaucoup d'exigences sur la fabrication des pièces. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Maëjac, donc de SMM Composite. Bonjour Guillaume. Bonjour et bonjour à tous. Et Yann Penfornis de Multiplast. Bonjour Yann. Bonjour. Donc ensemble, on va explorer un petit peu cette étape de la fabrication. On pourrait croire que c'est relativement simple, mais on va voir avec nos invités la complexité de cette étape de la production d'un bateau de course, les défis, les innovations et les bonnes pratiques. Pour commencer, je vais demander à Guillaume de dire quelques mots sur SMM. Tu me dis si tu veux que j'affiche des choses. Oui, avec plaisir, je veux bien la présentation. Hop. Je vais revenir à la une. Voilà, très bien. Donc, tout d'abord, SMM Composite, c'est une entreprise qui est située à Lanester. C'est une entreprise qui a 40 ans d'existence et on est principalement producteur de moules et notamment, on est reconnu pour la production de moules de grande dimension. Et donc, on produit des moules donc, pour le secteur de la course au large, pour le secteur du yachting. On travaille également dans le secteur des énergies renouvelables et dans le secteur de l'aéronautique, dont en partie pour Multiplast. Donc, on verra par la suite des projets, je pense, qu'on a en lien. Et on a l'habitude de travailler avec eux, entre autres. Et on travaille aussi avec toutes les entreprises du secteur de la région de Lorient et d'autres secteurs géographiques également. Et donc, en quelques chiffres, donc là, on voit ici une photo de notre atelier. Donc, c'est une de nos deux nefs. On a en tout 6000 m² d'atelier. Donc, on a la nef qu'on voit ici, on en a une autre sur la droite. Donc, en termes de production de moules, donc ici, on peut voir, je parlais tout à l'heure du secteur des énergies renouvelables. Ici, on peut voir un exemple d'un moule de pales d'éoliennes avec système de fermeture et système chauffant. Et donc, pourquoi je vous montre cette image? C'est un peu pour expliquer la genèse des projets et la typologie de ce qu'on peut faire. Donc, en fait, le client vient et nous dit « j'ai besoin de produire telle pièce ». Et donc, après, on réfléchit avec lui sur, pour produire telle pièce, quel type de moule il a besoin. S'il a un cahier des charges, on travaille dessus pour pouvoir lui proposer une solution adéquate. Ou alors, on peut aussi le construire avec lui, réfléchir à ses critères, les challenger pour essayer d'optimiser au maximum la conception des moules. Donc, on a vraiment un travail d'accompagnement, j'ai envie de dire, des personnes avec lesquelles on travaille pour proposer des solutions techniques qui sont adaptées par rapport à leurs besoins. Donc, que ce soit, oui, je disais sur la partie technique, mais on a aussi donc la partie environnementale. Je sais que dans le secteur de la course au large, on a de plus en plus d'enjeux d'éco-score à respecter. Et donc là, on accompagne et on propose des solutions, notamment sur la partie des moules, pour que l'ensemble de la production des pièces qui sont produites par la suite ait un impact environnemental le plus faible possible. Très bien. Donc, en termes de salariés chez SMM Composites, on est environ une cinquantaine de personnes. Et donc là, on peut voir des opérateurs qui sont en train de travailler. Justement, je fais une petite aparté. La part robotique, travail humain, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui chez vous? Alors, donc oui, on a deux secteurs principaux. On a donc évidemment le travail manuel chez nous. On a environ 35 opérateurs production, donc des opérateurs qui font du travail manuel. Et on a environ une petite dizaine de personnes qui travaillent sur la partie usinage.
Et donc, sur la partie usinage, justement, c'est une bonne introduction. Donc, on a là, c'est une photo de notre plus grand centre d'usinage, donc qui fait 45 mètres de long par 10 de large et 5 de haut. Donc, ça nous permet d'usiner des moules de très grande dimension. Et dans ce centre d'usinage, on a 2 broches, donc on peut faire à la fois 2 travail, on peut bosser sur 2 projets en parallèle. Donc ça, c'est pour notre plus grand centre d'usinage. On a également un centre d'usinage un peu plus petit et qu'on a acquis dernièrement, qui lui sert à la fois de centre d'usinage de grande précision et en même temps de centre d'impression 3D. Donc ici, vous avez une pièce qui est en train d'être imprimée en 3D devant vous. Et donc, c'est notre dernière acquisition en termes de centre d'usinage. Et donc, ça, c'est le deuxième centre d'usinage. Et on a également un troisième centre d'usinage qui permet d'usiner des pièces composites, et notamment des pièces carbone. C'est la même machine qui fait de l'impression 3D et de l'usinage? Celle que vous avez devant les yeux, oui, tout à fait, c'est ça. Elle fait à la fois usinage et en même temps impression 3D. Ok. Donc ça, c'est pour les petites photos des centres d'usinage. Et après, en termes de projet, je choisis de vous présenter ces photos-là parce que c'est un projet phare qu'on a pu mener chez SMM Composites. Donc, c'est la réalisation de mâts destinés au chantier de l'Atlantique. Et pourquoi je parle de ce projet-là, c'est donc parce que c'est des mâts qui font plus de 60 mètres de long et c'est un projet qui a été réalisé dans le cadre d'un consortium avec les entreprises du secteur. Et donc, on a pu travailler donc, avec CDK, Multiplast, Havel, Lorima et bien sûr les chantiers de l'Atlantique. Donc, c'est pour expliquer qu'on a l'habitude de travailler avec tout l'écosystème de la Bretagne Sailing Valley. Et donc, il y a plein de personnes là qui sont inscrites aujourd'hui qu'on connaît déjà. Et on a vraiment l'habitude de travailler avec ces entreprises-là et d'avancer ensemble. C'est vrai que c'est une particularité un peu de ce secteur, c'est que vous êtes à la fois en concurrence, mais il y a des habitudes de collaboration. Et puis, il y a une petite histoire SMM Multiplace. Yann, historiquement, si tu peux revenir là-dessus. Oui, en fait, la parole. Pendant quelques années, au sein du le groupe Carboman, c'est initialement l'association du chantier Décision en Suisse avec Bertrand Cardis et de Multiplast. Ça, c'était le groupe Carboman d'origine. Ensuite, quand Ernesto Berterelli est reparti sur la Coupe de l'América, il a souhaité récupérer le chantier pour se consacrer uniquement à la fabrication des bateaux Alinghi. Et donc, dans ce cadre-là, le groupe a évolué avec notamment l'acquisition de Plastéol qui fait de l'entretien de pales d'éoliennes ou Plastinov basé à Marmande qui fait plutôt de la pièce aéro. Donc ça, c'était le groupe Carboman jusqu'à 2022. Et à un moment donné, je dirais pendant 6 ans ou 7 ans, 2015-2022, le groupe Carboman avait 50%, avait des participations à hauteur de 50% de SMM. Donc, c'est ce qui fait qu'avec Olivier Cardoncoeuf, on a des relations particulièrement privilégiées parce qu'on a été dans la même famille. Alors, depuis 2022, quand Dominique Dubois, mon ancien président, a pris sa retraite, en sortie de Covid, Dominique avait commencé par se séparer de ses participations. Et donc, depuis, SMM vit une autre histoire. Et donc, il n'y a plus de lien capitalistique entre le groupe Carboman et SMM. Maintenant, il y a des liens forts liés à... on peut presque dire amitié avec Olivier. En tout cas, il y a beaucoup de respect entre nous. Et donc, ça fonctionne bien. Je dirais même que ça fonctionne mieux, parce que quand on est dans le même groupe, on a tendance à laisser passer les clients traditionnels avant les gens dans le même groupe. Donc, depuis que Multiplace n'est plus chez SMM, on est d'autant mieux servi, je dirais. Et finalement, vous êtes retrouvé au sein de la JV de la Solid Safe Mass Factory. Donc, on va sans doute parler aussi de la fabrication des grandes pièces à travers ce Sailing Café, qui est une particularité aussi. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur l'activité de Multiplast ?
Oui, alors une activité surtout connue pour la course au large, mais aujourd'hui, la course au large au sein de Multiplast ne représente plus que 50%. Les autres 50% se répartissent dans les domaines d'activité que vous voyez apparaître à l'écran. De façon à peu près équilibrée entre la défense, l'industrie, et je mets tout ce qui est décarbonation du transport maritime dans l'industrie, et puis l'aéro. C'est plutôt rassurant pour nous de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, parce que pendant longtemps, on était dépendant, quand on fait que de la course au large, on est dépendant des cycles de course, une Coupe América tous les 3 ans, un Vendée Globe tous les 4 ans. Et donc, aujourd'hui, on a réussi à être plus équilibré. Alors, Multiplast, dans notre ADN, il y a vraiment la course au large. On sera toujours un chantier naval. On a toujours envie de faire 1 ou 2 bateaux par an. Mais petit à petit, cette part a diminué parce que les autres secteurs d'activité ont grossi tout simplement. Je veux bien qu'on avance là. Moi qui peux faire je peux le faire. Voilà. Donc, très rapidement, le groupe on est en train de passer de PME à ETI. On est en train de passer le cap des 250 personnes au niveau du groupe entre les différentes entités que j'ai évoquées tout à l'heure. Un chantier créé en 81 par Gilles Ollier, qui très très tôt a cru aux matériaux composites, à une époque où les bateaux étaient faits en bois moulé ou en aluminium. On parlait aussi de plastique, qui était plutôt de la grosse fibre de verre avec de la résine polyester stratifiée avec la queue du chien. Et l'idée de Gilles, c'était de calculer les structures, de travailler avec des tissus fins, de travailler en structure sandwich et très vite d'intégrer le carbone. Le carbone est arrivé chez Multiplast en 84, 2 ans après la première Formule 1 en carbone. Et les premières grosses pièces en pré-imprégné ont été faites, c'était les bras de Jet 5 en 1987. À une époque où, quand on parlait de carbone dans l'aéro, les gens vous répondaient, même si Ollier, un avion, c'est en aluminium. C'était dogmatique. Donc, l'évolution s'est faite 15 ans plus tard pour l'aéro. Maintenant, l'évolution a été faite avec d'énormes moyens. Et très, très vite, dans l'aéro, ils ont réussi à faire des choses fantastiques en composite. Mais ça a commencé dans les années 95. Dès qu'on parle de carbone, du coup, et de grandes pièces, on parle de moule, quoi, forcément. Alors, on parle, oui, de moule. C'est d'ailleurs ce qui fait flipper quelquefois. C'est quand on a 14 mois pour faire une pièce et on se rend compte qu'au bout de 4 mois, on n'a toujours pas commencé. Parce qu'on a dû commencer par une préforme. C'est ce que l'on voit là sur la deuxième vignette en partant de la droite. Il faut commencer par une préforme et ensuite on en sort un moule dans lequel on va faire de la pièce. Donc, c'est beaucoup de temps au début. Mais il est important. Alors, moule, on appelle ça plutôt les outillages. C'est tout un ensemble de pièces qui permettent de fabriquer les bateaux. Donc, préforme, moule, outillage, assemblage. Et donc, ça commence par ça. Et meilleurs sont les outillages en début de projet, mieux se passera la construction derrière. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses à dire autour de ce sujet, qui, il est vrai, est un sujet un peu méconnu. Et on pourrait se dire qu'au bout de 45 ans, on ne se pose plus de questions. Il y a des recettes toutes faites qu'on sort du chapeau pour fabriquer le bateau d'après ou la pièce d'après. Et c'est absolument pas comme ça. Il y a un certain nombre de paramètres dans le cahier des charges qui fait que pour chaque projet, il faut se poser la question. D'accord. On va passer. Ça, c'est la façon de gérer un projet. C'est assez classique maintenant dans l'industrie. J'ai mis cette petite image à gauche d'un lancement, ou plutôt d'une tentative de lancement d'un lanceur allemand, et Multiplast est en charge de la fabrication des coiffes, donc la partie haute sur cette image. Et donc, c'est des pièces que l'on voit ici en haut à droite. Et ça, c'est une très, très bonne illustration d'une problématique autour d'un moule, où au début, avec une start-up allemande, il y a 6 ans, on devait faire une première coiffe avec un outillage qui devait être un outillage low cost pour faire cette pièce. Et c'est une solution où on a retenu une solution de moule bois. Alors, ce qui surprend les gens, alors moule bois et composite, ce qui peut surprendre les gens, c'est qu'avec un outillage en bois, on peut cuire à
à 100, 120 degrés, c'est des températures qui sont utilisables en bois. Et donc, c'est une des options. Alors, comme souvent, quand on investit, enfin, comme parfois, quand on investit dans un moule très chic, on ne fait qu'une pièce dedans, et quelquefois, on se dit, on va faire qu'un proto, ou une ou deux pièces, et puis on se rend compte qu'avec cet outillage bois, on est rendu à la 4e coiffe maintenant que l'on fabrique pour ces Allemands. Ça fait partie d'une première question de Benoît qui pose la question de la répétabilité. Là, sa question, c'est dans quelle mesure les moules conçus sont-ils avec des parties modulaires pour permettre de réaliser plusieurs versions de pièces proches? Alors, c'est un petit peu un autre sujet, mais on peut prendre l'exemple d'un bateau comme VNB, par exemple, qui était fait dans les moules de massif. La partie avant du moule avait évolué, et à ce moment-là, la décision a été prise de refaire une partie avant de moule, de découper le moule actuel. Alors, le numérique et tout ce qui est positionnement dans l'espace, nous on travaille avec Henri Patou notamment, qui nous fait des très très belles prestations. Je dis souvent chez Multiplace, mesurer 2 fois, couper 1 fois. Avec ces moyens-là, on peut se permettre de mesurer qu'1 fois et de couper 1 fois. On a une très très grande précision, et ça permet de découper une partie de moule pour en remettre une partie. Ça, c'est une astuce. Quand c'est dès le début que des pièces vont être amenées à être modifiées, on peut aussi travailler avec des réservations dans le moule dans lequel on pose des inserts. Maintenant, il faut faire attention parce que quand on commence à jouer à ça et qu'il y a des cuissons, il peut y avoir des problèmes de dilatation différentielle entre l'insert et la pièce. Donc, il y a encore d'autres petits pièges. C'est bien ça l'intérêt d'un moule en carbone, c'est d'avoir les mêmes coefficients de dilatation, voilà. La cuisson. Oui, le coefficient de dilatation, l'inertie thermique est intéressant, la raideur du moule, la possibilité de le déplacer. Mais enfin, on rentrera peut-être plus dans le détail sur les vertus d'un moule un peu plus tard, mais c'est vrai que ça rentre en considération. Okay. Et pour compléter sur les parties démontables, sur les moules qu'on peut avoir avec des formes qui diffèrent, effectivement, donc, je disais, on peut mettre des parties démontables. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment une structure de base, la forme d'origine. Je sais qu'on a des cas où on a plusieurs sections qui peuvent se ressembler, par exemple, sur des pièces à réaliser. Et donc, les personnes font un morceau de pièce. Ensuite, ils rajoutent, donc ce que disait un peu Yann, c'est rajouter un insert, rajouter quelque chose dans le moule. Et comme ça, après, ils peuvent produire la seconde pièce qui a une forme très proche de la première, mais avec l'insert en plus qui fait la variation de forme par rapport à leurs besoins. D'accord. Je ne sais pas si tu veux terminer. Non, je vais rapidement avancer pour juste vous présenter les secteurs d'activité dans lesquels on est impliqué aujourd'hui. Notre gros sujet en ce moment, c'est les flotteurs pour ces avions bombardiers d'eau. Vous avez peut-être suivi ça durant l'été. On travaille également pas mal dans le secteur de l'aviation civile avec Safran Aérobooster, pour qui on fabrique des grosses entrées d'air. Alors, ce ne sont pas des entrées d'air volantes, ce sont des entrées d'air qui permettent de requalifier pour les compagnies aériennes qui entretiennent elles-mêmes leurs moteurs. Et là, on parle du moteur LEAP, qui va être présent sur les avions pendant la prochaine trentaine d'années. Quand un moteur est entretenu après 10 ou 12 000 heures, avant de le raccrocher sous l'appareil, il faut positionner une fausse entrée d'air sur un banc au sol, faire tourner le moteur pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et donc, on fabrique énormément d'entrées d'air pour ces gens-là actuellement. Enfin, quand je dis énormément, c'est 8 à 10 dans l'année. Okay, voilà. À Lorient, je crois qu'il y a beaucoup de Lorientais autour de la table, vous devez voir au haut des frégates, c'est Radome. Aujourd'hui, Thales nous a bien identifié pour faire de la fabrication de radars, radome, sonars, tout ce genre de pièces. Alors ça prend des années et des années pour rentrer dans leur petit papier. Parce que pour nous, PME, quand on a affaire à des groupes comme Thales, Safran, Airbus, on a beaucoup de mal à trouver la porte d'entrée. On croit la trouver quelquefois et puis on se rend compte que ce ne sont pas les bons interlocuteurs, ou alors ça a changé. Enfin, ça prend beaucoup de temps. C'est une démarche qu'on a entamée chez Multiplace en 99. 26 ans après, ça y est, on est identifié, on est dans les bons carnets d'adresses et on a les certifications en face. Ça aussi, ça peut être un no-go. Pour Safran, tant qu'on n'était pas certifié ISO 9001 et EN 9100, on ne recevait même pas les appels d'offres. Donc, c'était réglé. C'est vrai que c'est une grosse différence entre la course au large et les autres secteurs. Il y a besoin de certification de manière importante. Est-ce que
les moules rentrent dans la certification ou c'est vraiment le produit fini? Alors, alors, les moules rentrent forcément dans la certification parce que non, pardon, je vous dis une bêtise. Les moules rentrent dans l'acceptation du produit fini. Dans la certification, non. En fait, ce qui est certifié, c'est une méthode de travail plus qu'un produit. Voilà. Donc, on ne certifie pas un outillage. Par contre, l'outillage est accepté ou non par le client. Et notamment, pour parler moule, sur ce radar, on a fait un moule en fibre de carbone avec un carbone très très particulier pour ce radar, qui est un radar de surveillance côtière, un Coastwatcher 100 pour Thales. Et là, on avait fait énormément d'antennes pour Alcatel, qui est devenu Thales Alenia Space, pour le Chili. On avait fait et on travaillait avec un carbone très particulier qui s'appelait le pitch. De sinistre mémoire pour ceux qui ont fait des mâts avec de la fibre pitch. On a cru dans les années 2001, 2002, 2003 que c'était un matériau fantastique, enfin magique, parce qu'il avait un très 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 haut module et des modules supérieurs au M46J pour les connaisseurs. Par contre, c'était un matériau qui avait une très très faible résistance et qui avait un allongement à rupture qui était quasi nul. Donc, dans la mesure où un mât est dimensionné en module, c'est un très bon matériau, mais vu que le matériau est très raide, il n'y avait pas besoin d'en mettre très épais. Et ensuite, on commençait à avoir des problèmes de résistance locale. Donc, il y a quelques mâts qui sont descendus. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce matériau avait une autre vertu, c'était ce qu'on appelle le CTE, le Coefficient of Thermal Expansion. C'était un matériau qui ne se dilatait pas du tout. Le CTE était 10 fois inférieur à celui de l'invar. L'invar, c'est un métal qui est très, très apprécié dans l'aéro pour faire des outillages, pour faire des moules. L'invar coûte très, très cher, mais ne se dilate pas. Le pitch se dilate se dilate 10 fois moins qu'un matériau qui ne se dilate pas, donc vous voyez que ça bouge peu. Et on avait utilisé ce matériau pour faire des moules, ce qui nous permettait d'atteindre, et ce qui nous permet d'atteindre les objectifs de précision sur ce radar, parce qu'entre la surface réfléchissante et le subréflecteur que vous voyez au bout du bras, on a un RMS de 0,3 mm. Alors, le RMS, c'est le root mean square, c'est la racine carrée du carré des écarts. Donc, on peut avoir un point qui est à 1 mm de la cote théorique, mais il faut beaucoup de points qui soient pile poil pour passer dans le RMS de 0,3. Et aujourd'hui, en 2010, on a réussi à répondre à cette problématique grâce à ce carbone qui ne se dilate pas. Parce qu'il faut savoir que le carbone se fige quand on fait un moule. Le carbone se fige. Là, c'est des moules en pré-imprégnés autour de 90 degrés ou 100 degrés. Et à ce moment-là, si le moule est dilaté, le carbone a suivi pendant toute la phase où la résine est liquide ou souple. La résine suit la dilatation du moule et se fige à cette température. Donc, si on a par exemple un moule en fibre de verre ou en aluminium, le moule va se déformer, le carbone va se figer à 100 degrés et ça va plus bouger, c'est complètement bloqué. Donc, c'est pour ça dans le cahier des charges, j'ai listé une quinzaine de points qu'on reprendra tout à l'heure. Dans le cahier des charges d'un moule, il y a effectivement la tenue en température. Il faut que le moule tienne à 100 degrés, mais tenir ne veut pas dire qu'il ne se dilate pas. Et donc, il faut également que le coefficient de dilatation, si on cherche des précisions très, très petites, et dans l'aéro, une précision classique, c'est 3/10. Si on cherche des précisions très fines, il faut avoir des matériaux qui ne se dilatent pas. Traditionnellement, on aime bien avoir, quand on a le choix et qu'il n'y a pas de problème de coût, on aime bien avoir le moule dans le même matériau que la pièce qu'on fabrique dedans. C'est-à-dire qu'on fabrique un radome, comme ce que vous voyez à gauche là, pour les frégates. Quand on fabrique un radome en fibre de verre, on aime bien avoir un moule en fibre de verre. Quand on fait un radar en carbone, on aime bien avoir un moule carbone. Voilà, bon, les bateaux, effectivement, pour des bateaux avec des beaux budgets, on aime bien avoir des moules en carbone. On a même fait, pour un bateau que j'aime bien, Groupama 4, on avait même fait un moule en carbone, en sandwich carbone, parce que la surface du moule, c'est une chose, mais il y a également les raidisseurs du moule. Et les raidisseurs peuvent marquer localement. Quand on a une pièce de 20 ou 21 mètres de long, on peut avoir le poids propre du bateau et le poids propre du moule qui marquent localement. Et ce que l'on avait fait à cette époque-là, c'était d'autant qu'on voulait fabriquer
le bateau sur des balances. On avait fait 2 couples forts qui tenaient le bateau et le moule. Et le moule, lui, était en sandwich. On l'a plus refait derrière parce que là, c'était un peu déconnant au niveau prix. Mais bon, cette campagne de Groupama était un peu sans limite de prix. L'objectif était de participer à la première Volvo Ocean Drive pour eux et de gagner la suivante. Il se trouve qu'ils ont gagné la première. On avait été vraiment très, très loin dans le développement de ce bateau. J'aime bien ce bateau parce qu'il a encore gagné cet été le Tour de l'Angleterre. C'était quoi presque 20 ans après, il a gagné en IRC le Tour des îles Britanniques cet été. Donc voilà, des moules carbone quand il n'y a pas de limitation ou quand il n'y a pas de problème de règlement. J'ai entendu le mot avec Guillaume d'éco-score tout à l'heure. On y reviendra, mais c'est que le règlement, celui de la Coupe de l'Amérique ou des IMOCA, nous oblige à avoir des matériaux recyclés dans les moules. Donc là, on est obligé de mettre pour le bateau de la Coupe 10% de matériaux recyclés. Donc c'est un espèce de mat de carbone, donc un non-tissé de carbone qui est mis dans l'empilage. J'aime bien le mettre en première peau pour avoir un bel état de surface, mais c'est mis dans l'empilage. À mon sens, une fausse bonne idée, parce que oui, le matériau est recyclé, mais c'est un matériau tellement spongieux qu'on utilise beaucoup plus de résine. Donc, ce que l'on gagne d'un côté, on doit le perdre de l'autre, mais bon, pareil, c'est pas fin majeur. Il faut bien commencer par une démarche. Ces matériaux recyclés sont en train de très, très bien s'améliorer en ce moment. On travaille notamment avec Nova Carbone qui fait de jolis tissus, qui progressent très très vite, et donc je pense qu'on est en train de trouver la solution. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de passer par cette étape où on se cherche un petit peu au niveau des matériaux recyclés, mais pour ensuite progresser et avoir des matériaux qui sont intéressants. Ce côté recyclage, puisqu'on est sur ce sujet-là, ça demande des efforts en R&D que vous faites en interne, y compris chez SMM. Est-ce qu'il y a même des projets de recherche collaborative où on avance avec les labos, avec les fabricants, les fournisseurs de produits recyclés? Ça demande un investissement pour vous? Oui, il y a tout un panel et il y a différents moyens de trouver des solutions. Donc, on a des phases de développement en interne. On a aussi des clients, des fois, qui arrivent avec certaines exigences spécifiques. Des fois, on travaille aussi avec des entreprises. Notamment, je sais qu'on travaille avec l'UBS et notamment avec Upside pour un projet de développement de matières 3D recyclées dans le cadre du projet React 3D. Oui. Et donc, on a vraiment tout un panel de moyens d'y arriver, et notamment aussi, oui, les fournisseurs de matières premières qui, des fois, nous proposent des solutions techniques, et après, à nous de les intégrer, de voir comment on peut faire et de les tester via des tests justement en interne. Oui, Yann. Okay. Je voulais rajouter quelque chose sur les moules aussi. Là, à gauche, vous voyez les moules vous voyez Sodebo, pardon. Les flotteurs de Sodebo sont faits dans les moules de flotteurs de Banque Populaire. Et c'est un autre point qu'il y a dans le cahier des charges du moule, c'est est-ce que l'on veut garder le moule, ou à la fin de la pièce, est-ce que le moule n'est pas transportable et il faut le détruire. Donc là aussi, on voit qu'entre les 2 flotteurs de Banque Pop, je dirais même malheureusement les 6 flotteurs de Banque Pop, parce que il y a eu un Banque Pop qui a été perdu lors de la route du Rhum 2018, je crois. Et donc, on a un même moule a pu permettre de faire 6 flotteurs. Et quand on a un moule carbone, le moule pourrait permettre de faire une centaine de pièces. Donc, quelquefois, et c'est malheureux, je pense à un moule qu'on fabrique qu'un IMOCA dans le moule carbone, eh bien, le moule ne sert qu'à faire une pièce, alors qu'il pourrait en faire beaucoup d'autres. Pour revenir à l'éco-score et pour rebondir sur une des questions de Sylvie, je crois, sur le ponçage, l'éco-score aujourd'hui nous pousse à ne pas faire des moules carbone partout parce qu'on passerait, quand on fait qu'un bateau, parce qu'on ne passerait pas l'éco-score. Donc, on revient à une techno qu'on a pu utiliser par le passé pour certains moules, qui est de faire des moules en bois, donc des couples en bois, un bois moulé par-dessus, puis une stratification pour le rendre étanche. Et là, toute la finition du moule se fait par des opérateurs avec des cales longues qui font
1 mètre ou 2 mètres, 2 ou 3 personnes sur la cale pour avoir un parfait état de surface, pour faire tout ce travail de carrosserie. Donc, ce qui peut passer par, vu de l'extérieur, par quelque chose de très vertueux parce qu'on n'utilise plus de vilain carbone pour faire des moules, on se rend compte que derrière, il y a quand même des opérateurs qui sont à 4 pattes pendant des heures et des heures. Alors, ils ont des masques, mais un peu le nez dans la poussière pour poncer tout ça. Donc, c'est ce que je veux. Je veux mettre ça en relief derrière des belles idées. Quelquefois, il y a quand même des métiers où on avait bien progressé grâce aux fraiseuses de SMM, par exemple, pour avoir de beaux états de surface. Mais si on ne passe pas le EcoScore, on est obligé de trouver d'autres astuces. Et quelquefois, d'autres astuces en termes de HSE, ça peut être hygiène, sécurité, environnement, ça peut être un petit, enfin HS surtout, hygiène, sécurité, ça peut être un petit pas en arrière. D'accord. Il y a pas mal de questions, je regarde vite fait. L'ordre de grandeur des séries type chez Carboman, 10, 50, on y a un peu répondu, mais je ne sais pas si tu veux préciser. Alors, une série type, une de nos plus belles séries, aujourd'hui, c'est des radomes d'équipement qui s'appellent GM200, Groundmaster 200. C'est ce qui protège le ciel de l'Ukraine en ce moment. La France en envoie beaucoup là-bas. Et donc, on a passé la 100e pièce. Des moules de Figaro nous ont permis de faire ça. Enfin, on faisait les foils de Figaro en infujection. On avait fait une centaine de pièces dans ces moules. Donc ça, c'est nos best-sellers. Des séries militaires, on est à 50, 60 pièces à peu près en ce moment, mais c'est des séries qui continuent. Et puis, on peut faire un moule pour une seule pièce quand on fait du prototype, quoi. Il y avait une question à laquelle Guillaume a répondu sur le temps de travail d'un outil comme la pale, le moule de la pale d'éolienne qui a été montré sur l'image. Donc, Guillaume, tu dis à peu près 6 mois. Est-ce que c'est un temps de travail, Yann l'a évoqué rapidement, un peu standard de cette dimension? Non, là c'était spécifique parce que donc il y avait le système de fermeture et le système de chauffe qui rajoute au temps de cycle de production du moule. Et sinon, un temps de cycle habituel, on va dire, pour un moule de l'ordre de 50 à plusieurs centaines de mètres carrés, c'est de l'ordre de 3-4 mois de production. Et après, si on passe sur des moules un peu plus petits, on peut aussi gagner en temps de cycle. Et ça dépend aussi après des besoins du client, c'est-à-dire est-ce qu'il y a besoin quelle est la précision qu'il souhaite atteindre, est-ce qu'il faut faire un réusinage ou ce type de choses. Ça dépend aussi du cahier des charges, des dimensions, des tenues en température. Il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte pour établir les paniers. Nous, on considère plutôt 10 semaines, mais parce qu'on va chercher moins loin dans nos moules quand on commande un moule à SMM, on va chercher moins loin dans la course au large, parce que quand SMM fait un moule pour un grand chantier qui sort des bateaux gel côté, ça doit briller tout de suite et le temps de polissage est très très long et le manuel est très très long. Nous, en course au large, quand on a besoin d'un moule avec une bonne géométrie, mais pas le même niveau de lustrage, parce que traditionnellement, on commence par mettre des films de colle démoulant téflonnés dans les moules, donc, et parce que ce sont des bateaux qui sont peints derrière et non pas des bateaux gel côté. D'accord. Donc ça répond effectivement à nouveau la question de Sylvie sur la précision de la surface. Est-ce que en termes de résistance, c'est un critère important ou finalement c'est pas quelque chose de différenciant sur la qualité du moule? On a vu l'épaisseur du moule de pale d'éolienne qui est quand même assez costaud. Est-ce que la résistance, c'est un sujet? Vas-y, Yann. Alors, oui, celle-là. Alors, la résistance, c'est un sujet, ça dépend de la taille du moule, d'abord. S'il rentre dans le coffre de la voiture, aussi, il faut un convoi exceptionnel pour le trimballer. Donc là, il y a une notion de raideur et de structure derrière à mettre en place. Donc, derrière un moule carbone, il y a très souvent une structure métallique. Là, avec quelques astuces, parce que le carbone doit pouvoir se dilater. Enfin, le métal se dilate plus que le carbone. Il ne faut pas que le métal entraîne ou déforme le carbone. Donc là, au fil des ans, des astuces ont été développées par les fabricants de moules. Et puis, la résistance, quand on parle de plus petits moules, peut aussi venir de la démouldabilité. C'est-à-dire que si on a une forme très compliquée à démouler, on va mettre des contraintes dans le moule parce qu'on doit mettre des coins ou pousser fort avec de l'air sous pression ou des choses comme ça. Donc, si on a une forme très plate,
ça se démoule comme de le dire. Et puis, il y a des pièces qui, quelquefois, on est pendant 4 jours à essayer de démouler la pièce. Il nous arrive de devoir mettre la pièce dans un conteneur frigorifique pour jouer sur les dilatations, pour que les dilatations différentielles quand on a un moule alu et une pièce carbone ou des choses comme ça. Donc, bon, il m'est arrivé de voir des clients un peu inquiets dans l'atelier qu'en bout de 3 jours, on n'avait toujours pas démoulé la pièce, et je les rassure en leur disant qu'on n'a jamais mis un bateau à l'eau avec son moule encore. Donc, on arrive toujours par trouver une solution. Il y a une question de Stanislas. Donc, les cahiers des charges de vos clients sont-ils de plus en plus exigeants à propos des matériaux alternatifs dans les moules? On a parlé de l'éco-score, oui. Mais d'autres initiatives sont-elles à votre connaissance? Alors, oui, on voit que les cahiers des charges sont de plus en plus fournis. Et c'est aussi en fait au fur et à mesure des différentes collaborations qu'on peut avoir où on rajoute des critères par rapport au retour d'expérience qu'on a pu avoir. Et c'est des choses qui sont très constructives. Et quand il n'y a pas beaucoup d'informations dans le cahier des charges, nous, on le construit aussi avec nos clients pour être sûr de ne pas passer à côté de certains points qui peuvent être importants pour eux, comme pour nous. Et après, sur la partie EcoScore, oui, on sent que c'est quelque chose que les clients nous demandent de plus en plus. Donc, il y a évidemment la classe IMOCA qui le demande, mais on voit bien que toutes les entreprises et toutes les personnes ont une sensibilité par rapport à ça. Et on est tous amenés à développer de nouveaux process et de nouvelles technologies de moule pour pouvoir répondre à ces enjeux environnementaux. Tu intègres des éléments d'éco-conception finalement, plus que d'aller chercher des nouveaux matériaux, mais de mieux concevoir le moule et les pièces. Oui, tout à fait. Enfin, déjà, il y a un critère qui est assez basique et qu'on a tous, c'est moins on met de matière, plus l'éco-score, meilleur est l'éco-score et meilleure est l'empreinte environnementale. Donc, c'est de la conception en évidant les matériaux, ça c'est une évidence et on le fait tous, en évidant les moules, les masters et autres. Et après, il y a la recherche des nouveaux matériaux qui rentre aussi en compte avec donc les discussions qu'on peut avoir avec les différents fournisseurs de matières premières. D'accord. Et tu disais que finalement, à nouveau, la course au large sert un peu de locomotive, c'est-à-dire que l'éco-score finalement inspire d'autres secteurs. Oui, tout à fait. Moi, je fais un peu le parallèle avec le développement qui a pu avoir dans le spatial. On parle souvent d'avancées technologiques qu'il y a pu avoir et qui après ont été rendues grand public ou un peu dans l'automobile, dans les courses automobiles. Ils font des avancées technologiques qui après deviennent grand public. Et là, on sent bien que la classe IMOCA est un peu le moteur du respect des éco-scores et de la réduction de l'empreinte environnementale, mais qu'en fait, toutes les autres entreprises vont suivre, qu'il y aura peut-être des lois qui vont venir après. Et donc, nous, on est là en avance de phase pour travailler justement en partie avec la classe IMOCA, mais pas que, sur le développement de ces nouveaux process pour que ça devienne après des choses grand public qu'on peut déjà intégrer de manière pas systématique, mais adaptée justement en fonction des besoins de chacun et des critères à respecter. Vas-y, Yann. C'est intéressant de voir qu'on est en train de faire on va commencer sur plan VPLP un grand trimaran de course pour une équipe américaine qui va faire des records et des courses en équipage, qui est fait en dehors de toute règle, enfin autour de l'ultime, des ultimes, il n'y a pas de règles sur les outillages, il n'y a pas d'éco-score, des choses comme ça. Et donc, dans la mesure où on a proposé à notre client un matériau de carbone recyclé, j'évoquais Nova Carbone tout à l'heure. En gros, les clients sont favorables à tout et sont écolos tant que ça ne touche pas la performance. Donc, s'il y en a des moules qui sont bien plus vertueux et qui cochent toutes les cases du cahier des charges, ça leur va très bien. Dès que ça commence à toucher à la performance, aujourd'hui, j'oserais même pas leur proposer de mettre un carbone qui n'a pas les meilleures caractéristiques mécaniques sur une pièce qui va être mise à bord du bateau. Mais c'est pour ça que le moule est un parfait endroit pour mettre le carbone, parce que sur un IMOCA, il y a une coque d'IMOCA, un fond de coque d'IMOCA, c'est 4 mm d'épaisseur. Il y a des lisses et des structures, mais un moule, c'est de 8 à 10 mm. Le fond de coque, c'est 4 mm. Donc, on a plus de kilos de carbone, bien souvent, surtout quand on faisait tous les moules en carbone, on avait plus de kilos de carbone dans les outillages que dans le bateau, même si ce n'est pas totalement le même carbone.
Et on ne joue pas sur les performances du bateau. Et en plus, on propose des solutions avec ce qui est vraiment important, c'est la partie dilatation thermique qui doit être très proche de celle de la pièce qui va être faite dedans. Et donc, notre but, c'est de respecter ça en appliquant des nouveaux matériaux éco-sourcés notamment. Alors, c'est marrant, dès le précédent PAPREC, déjà, on avait, alors que c'était pas obligatoire, la réduction de l'éco-score, sur le précédent PAPREC, pour un pont, qui était un pont relativement plat, il y avait du bouge, mais c'était un pont relativement plat, on avait, avec SMM, défini un moule et le client. On avait proposé un moule en fibre de verre et non pas en fibre de carbone, parce que sur une pièce assez plate, le moule peut se dilater, sans que ça ne gêne la pièce, parce que la pièce glisse un petit peu. Alors, on a des astuces pour tenir la pièce, pour que quand le moule revient dans sa position, la pièce ne saute pas. Ouais. Mais sur certaines géométries très plates, on propose ce genre d'astuce au client. Et là, il avait levé le doigt. On avait trouvé d'ailleurs sur ce moule une autre astuce. Il y avait une grande zone de découpe au milieu pour la zone du roof. Et on avait réussi, dans cette forme-là, à faire une pièce de tableau arrière. Donc, on profitait d'une partie un peu perdue du moule qui allait être découpée pour justement faire un autre petit moule dedans. Donc, on cogite un peu autour de ça quand même. Oui, c'est vraiment super intéressant. Alors, je reprends les questions. Donc, Katia, est-ce qu'il vous arrive de modéliser un élément fini, les déformations de cuisson pour arbitrer sur le matériau de moule le plus adapté? Alors, ça m'appelle aussi une autre question. Est-ce que finalement, les acteurs de la course au large qui font de la simulation ou des jumeaux numériques et des choses comme ça qu'on voit de plus en plus, est-ce qu'ils intègrent la phase de conception, enfin de fabrication dans l'analyse de la performance? Alors, il y a la question de Katia, puis Alors, pour la question de Katia, nous, on l'a fait qu'une fois pour le projet d'un petit module, le programme ExoMars. C'est les Européens qui vont envoyer un petit rover sur Mars. Donc, Multiplast a été en charge du moule pour le cône. En gros, imaginez un truc comme la petite capsule Apollo. Et donc, pour ce projet-là, on avait été très, très loin pour voir la géométrie lorsque le carbone se fige à la température de cuisson, d'autant que c'était des cuissons ensuite, la pièce allait subir des cuissons en autoclave à 180 degrés. Donc, c'est la seule fois où on a intégré cette problématique dans la pièce. Par contre, quelquefois aussi, on peut travailler par essai et erreur. On fait un moule, quand c'est une série, on voit que la pièce se déforme de telle ou telle façon, plutôt que chaque pièce de série, essayer de la rectifier un peu derrière. Quand on a vu à la fin d'une, 2 ou 3 fabrications qu'il y a telle zone qui peut être reprise parce que suite à la cuisson, on est en creux ou en bosse, ça, c'est des choses qu'on peut intégrer. D'accord. Et côté SMM, calcul élément fini, nous, on n'en fait pas directement. Par contre, ça arrive que nos clients en fassent lors de leur phase de développement et qu'ils nous apportent des évolutions suite au calcul d'éléments finis qu'ils ont pu faire. Et on nous demande aussi régulièrement de démontrer que les moules sont capables de supporter une certaine masse. Donc la masse de la pièce, évidemment, qui va aller dans le moule, mais également la masse des opérateurs, une fois qu'ils vont marcher dans le moule. Et donc, on travaille avec des entreprises pour présenter des notes de calcul qui attestent que les moules peuvent supporter les charges demandées. Et donc, je parlais de la masse des pièces et des opérateurs, mais il y a aussi les sujets de levage qui sont importants pour certains de nos clients. Ils veulent s'assurer que le moule est capable de pouvoir être soulevé en toute sécurité. Oui, parce qu'après, il bouge aussi à la phase de transport, quoi. C'est ça. Et je demandais à Yann si c'était un sujet le transport, s'il y a un sujet de vigilance particulier, qu'il n'y ait pas de déformation de casse, évidemment. Alors, oui, forcément. Et puis au-delà, le transport, c'est un sujet particulier parce que quand on est très souvent hors gabarit pour les grandes pièces. Et donc, SMM n'est pas seul. Il y a d'autres fabricants de moules en Europe ou dans le monde. Et c'est forcément le coût du transport est forcément quelque chose qui doit rentrer en considération parce que si on gagne quelques
milliers d'euros en allant travailler dans des pays où le coût du travail est un peu plus bas, mais qu'avec les coûts du transport et du gasoil qui augmentent, on les perd de l'autre côté, plus le risque d'avoir des pièces de 6 mètres de large qui traversent l'Europe. Là, pour le coup, il faut mettre tout ça dans l'équation. D'où l'intérêt d'une Selling Valley où tout le monde est proche les uns des autres. Et pour la partie conception, il y a même en fait, les dimensions des pièces sont à prendre en compte et les dimensions des moules dès le début de la conception par rapport au transport, dans le sens où ça nous arrive régulièrement de ne pas pouvoir faire le moule en une seule partie parce que tout simplement, il est trop large pour pouvoir passer par la route ou trop haut. Et du coup, on fait un moule en plusieurs parties ou alors on fait un moule et puis après, on lui rajoute des parties démontables à intégrer dans le moule pour pouvoir permettre de le transporter justement. J'imagine que c'est le SMM qui va faire la finalisation de la pièce une fois chez le client ou... ça dépend. Non, évidemment, il y a un test avant départ chez nous des différentes pièces assemblées et après, ça dépend de ce qu'on vient avec le client. Tout est possible. SMM n'aime pas jouer à l'extérieur. On est tous meilleurs sur notre terrain. C'est plus simple, mais on est tout à fait en capacité de le faire si nécessaire. Non, et puis, il faut savoir que SMM n'est pas équipé de moyens de cuisson, c'est les chantiers qui les ont. Et donc, bien souvent, pour atteindre la fameuse TG pour un moule en composite, donc la température de transition vitreuse, la température à partir de laquelle la résine se ramollit, il faut cuire le moule. Et donc, quand on reçoit un moule, c'est pas fini, il reste ce calage et ensuite sa cuisson. Et ça, les moyens de chauffe, c'est nous qui les avons, ce ne sont pas les usineurs. Ok. Il y avait une question de Cyril sur les impressions 3D. Donc, on a vu la machine de SMM. Je crois que vous en avez aussi une chez vous, chez Multiplast. Quel matériau, quel type de marché, quel type de pièces. Bref, Cyril voulait en savoir plus sur l'impression 3D. Est-ce qu'on peut faire des séries avec, etc. Guillaume, peut-être pour commencer. Donc sur l'impression 3D, donc on fait des pièces en impression 3D avec des matériaux thermoplastiques. Donc on a notamment de l'ABS, chargé fibre de verre, chargé fibre de carbone et d'autres types de matériaux. Et les secteurs, on sent que c'est plus le secteur de l'aéronautique qui y va facilement, on va dire. Tout le monde s'intéresse à l'impression 3D, mais c'est ce secteur-là où on sent que ça marche plutôt bien pour les premières phases, pour les premiers moules. Et pour les types de pièces, franchement, il n'y a pas forcément de type de pièces spécifiques. On est en capacité de faire pas mal de types de formes. L'intérêt de l'impression 3D, c'est qu'on peut aussi faire des formes de moules qu'on ne pourrait pas faire avec des procédés plus standards, on va dire. Et après, en termes par contre, c'est plutôt la surface qui va jouer. C'est-à-dire que nous, notre moyen d'impression 3D permet de faire des moules d'un demi-mètre carré, par exemple, voire même un peu plus petit, à quelques mètres carrés. Donc, on est sur des échelles qui sont plus petites, on va dire, que les moules grandes dimensions qu'on propose autrement. Et après, les aspects de surface, c'est les mêmes types d'aspects de surface que ce que j'ai pu répondre pour le message précédent. On a des rugosité qui nous sont demandées, c'est vraiment le même type de valeur, et après, on les atteint. Et nous, l'intérêt de notre centre d'impression 3D, c'est qu'il fait donc à la fois impression 3D et à la fois centre d'usinage. Donc, on a les mêmes précisions, on a les mêmes recalages. Et donc, on garde en position et après, on fait l'usinage directement si besoin. Et après, la fin de la question, des séries sont-elles possibles ? Oui, tout à fait. On a fait des moules en impression 3D qui servent à faire des pièces en série. Et on a des retours très positifs sur ces sujets-là. C'est un sujet de développement chez vous, Yann, l'impression 3D ? Oui, on vient de s'équiper d'une machine d'impression 3D qui a le volume d'un gros congélateur à peu près, donc plus modeste que la machine qu'il peut y avoir chez SMM. Mais c'est aussi la force de notre écosystème. C'est qu'entre son nom m'échappe, enfin, l'entreprise de Yann Carmois, par exemple, à Vannes, SMM à Lorient, et puis tous ceux qui ont des impressions 3D plus petites, dans la Selling Valley, pour reprendre le mot à la mode, quand on n'a pas le moyen, on sait qu'on l'a à côté, et quelquefois on se dit c'est pas la peine de s'équiper parce que je ne le remplirai pas suffisamment, et on sait qu'on travaille bien entre nous, donc c'est un peu la force de notre écosystème.
Alors, il y a une question de Grégoire sur les coûts. Déjà, dans la conception d'un bateau, la partie moule, ça représente combien de pourcentage du coût du bateau? Ouais, alors, je ne vais pas parler du coût du bateau, je vais parler du coût de ce qu'on appelle la black box, nous. C'est Ok. la prestation de multiplaste ensuite. D'accord. Et donc, je dirais que les outillages, c'est 15 à 20%. D'accord. Après, Grégoire voulait être plus précis. Les ordres de grandeur en termes de budget, bois, verre, carbone au mètre carré pour un moule de production. Je dirais que ça va de un moule cheap, un peu moins de 2000 € du mètre carré, et un moule chic en aéro avec tous les conformateurs carbone et compagnie, on peut être autour de 6000 € du mètre carré. Et en fait, tout ça dépend vraiment du cahier des charges. C'est-à-dire quels sont les critères qu'il faut atteindre et quels sont les technos qu'on met en face pour pouvoir y répondre. Et ça joue, enfin, on voit bien qu'il y a un x3 là, entre les chiffres qu'a annoncé Yann, c'est vraiment très dépendant de ce cahier des charges. Si on doit tenir à 180 degrés, ce n'est pas du tout le même prix que si on tient à 80 degrés. J'ai listé, là, si j'ai 2 minutes, Arnaud, j'ai listé les points que je vois dans un cahier des charges de moule au fil de la conversation. Très bien. Dans le désordre, donc c'est le nombre de cycles, donc il doit faire une pièce ou 100 pièces. Les tolérances dimensionnelles, bien sûr. La température d'utilisation, on vient d'en parler. La valeur de drop test, si on fait des pièces qui ne sont pas faites sous vide, on se fiche d'avoir un moule étanche. Si on fait des pièces en autoclave ou en infusion, il faut des niveaux de perte de vide importants. La géométrie, la grande dimension, bien sûr. Savoir si le moule doit être déplaçable ou non, c'est important. La dimension des plages, parce qu'on parle de prix au mètre carré, donc forcément l'acheteur a envie de faire les plages les plus petites, et puis le gars dans l'atelier a envie d'avoir des plages plutôt de 250 mm pour faire des vides périphériques, puis des vides, puis des repères, puis des cales, donc ça fait vite des mètres carrés. Savoir si la forme est démoulable ou pas, s'il y a des clés de démoulage, si la forme est en deux parties, qu'on ouvre à l'axe pour sortir la coque, ça rentre dans le prix. Bien sûr, l'éco-score et les règles de classe, ça rentre là-dedans. Le CTE, le coefficient de dilatation, parce qu'on peut tenir en température, mais si on se dilate de trop, ce n'est pas forcément intéressant. Et c'est d'ailleurs une des problématiques, je crois, avec des moules en impression 3D, avec un CTE qui n'est pas le même dans toutes les directions. Le coût, bien sûr, la rugosité, et puis la dureté de surface, parce que dans l'aéro, pendant longtemps, il était très difficile de leur vendre des moules en composite, parce que si l'opérateur prend un cutter sur un moule acier, ça peut pardonner un petit peu. Sur un moule carbone, c'est vraiment pas bon, surtout s'il le prend régulièrement pendant toute la vie de l'outillage. Donc, tout ça, c'est une liste de critères qui sont à prendre en considération quand on décide du type de moule. Ok. Je rebondis sur la question de Tristan, effectivement, sur la partie diversification. Est-ce que finalement votre savoir-faire dans les moules et la fabrication de grandes pièces, très, très technologique, très haut niveau, est-ce que ça vous ouvre des portes d'autres marchés? On a parlé d'aéronautique, on a parlé de propulsion vélique, les grands mâts. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Votre savoir-faire dans la course au large sert aussi d'argumentaire pour les autres secteurs? Oui, enfin, on peut reprendre des exemples dans le bâtiment. Je ne m'attendais pas à faire une église orthodoxe dans ma carrière. Quand je suis parti faire une école d'architecture navale, ce n'était pas l'idée première. Et en fait, c'est ce qu'on a proposé à Bouygues quand il y a eu la cathédrale orthodoxe qui a été dessinée par Villemotte. Il fallait faire 1200 mètres carrés de panneaux. Au début du projet, ils pensaient le faire de façon traditionnelle et qui avait beaucoup d'inconvénients parce que ça oblige à fabriquer à 50 mètres de haut, à les dorer à 50 mètres de haut. En termes de planning, ce n'est pas intéressant. Et là, on leur a proposé, grâce à notre capacité à faire des grandes pièces, on leur a proposé une fabrication en pétales. On fabrique en fait le toit de l'édifice en même temps que le reste du bâtiment. Et puis, on va mettre la cerise sur le gâteau dans les dernières semaines. Ce projet a d'ailleurs fait des petits. On vient de terminer un grand planétarium pour Valberg, une station de ski à 50 km au nord de Nice, toujours avec Jean-Michel Villemotte. Et donc, cette technologie peut nous permettre d'aller dans d'autres domaines. Donc là, le bâtiment, ça reste
toutefois toujours un petit peu exotiques. Mais dans l'aéro, aujourd'hui, le moule composite commence on a pu à batailler pour dire, et pourquoi pas un moule carbone. Ça y est, c'est des choses qui rentrent dans les mœurs de l'aéro. Il y a 20 ans, un moule dans l'aéro, c'était un moule en invar ou un moule métallique en tout cas. Guillaume, le marché de l'éolien, vous avez beaucoup de demandes? Oui, on a de plus en plus de demandes, notamment suite à la production du moule de pales d'éoliennes que j'ai présenté tout à l'heure. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le secteur des pales d'éoliennes, on imagine tout de suite les pales très grande dimension, mais en fait, on a aussi des sollicitations pour des pales de plus petite dimension, des choses un peu plus proches d'un marché presque particulier, j'ai envie de dire, pour le client final, en tout cas. Et nous, on produit après des moules de pales d'éoliennes de différentes tailles. Okay. Et donc ça, c'est pour le secteur des énergies renouvelables. Et après, pour le secteur nucléaire, je voyais, ou ferroviaire, des fois, on a des sollicitations, ça peut se concrétiser. C'est un peu au cas par cas, c'est selon les besoins. Et en fait, ce qu'on constate, c'est aussi que ça vient aussi un peu comme avec Multiplace de nos clients. C'est-à-dire qu'ils viennent, eux, ils ont déjà le client dans ce type de nouveau secteur. Et ils ont des besoins, que ce soit d'usinage ou de moules à produire pour produire après des pièces par la suite. On parle aussi beaucoup du marché du yachting. On a quelques très beaux bateaux là, qui ont souhaité être construits au cœur de la Sailing Valley avec des acteurs comme vous. Est-ce que ça aussi, c'est un marché sur lequel vous êtes interrogé? Oui, c'est moins connu, mais Multiplace, on a fait tous les ponts des Gunboat 80, donc des grandes pièces qui sont assemblées ensuite chez Gunboat dans le sud de la France. Plus récemment, on a fait les black box des catamarans Black Pepper. Donc, on est dans le gros yachting, pas que la course au large, mais forcément, il y a beaucoup de moins de publicité quand les bateaux sont mis à l'eau, et c'est tout à fait légitime. On parle que de l'assembleur final, et nous, nos entités de fabricants d'outillage ou de fabricants de pièces, on passe derrière, et c'est totalement normal. Voilà. Oui, c'est la partie, comme je disais au début, invisible de la fabrication. Est-ce qu'il y a, tu as parlé des choses un petit peu étonnantes comme le bâtiment, est-ce qu'il y a des nouveaux entrants, on a parlé un peu nucléaire ferroviaire, un peu étonnant, ou des demandes est-ce qu'il y a des signaux faibles dans certains secteurs, comme vous voyez? Alors, dans l'aéro, oui. Dans l'aéro, on est en train, et là je pense surtout à Plastineuve, basée à Marmande, on est en train de travailler avec des acteurs qui traditionnellement faisaient des pièces en pré-imprégné classe 180 degrés, qui est le basique en aéro, et qui de plus en plus regardent d'autres process, des process d'infujection, des choses comme ça, dans lesquels on doit... la difficulté, c'est de tenir des tolérances, et notamment des tolérances d'épaisseur. Mais c'est des acteurs qui viennent nous voir et qui apprécient nos capacités à fabriquer, entre guillemets, un peu plus low cost que le tout carbone autoclavé. D'accord. On arrive et sur un projet comme ça, par exemple, on travaille avec des fabricants de moules. Alors, on parle beaucoup de SMM, on a vu la taille des fraiseuses et des moyens qui sont absolument fantastiques. Je crois que la fraiseuse fait 50 mètres de long. Une de nos sociétés sœurs, West Composite Industries, basée à Auray, fait également des moules et sur une fraiseuse qui fait 9 mètres par 3 par 2 de mémoire. Alors, ça fait vraiment petit pousset comparé aux gros moyens dont on a parlé tout à l'heure. Mais 9 mètres par 3 par 2, ça permet aussi de faire des choses. Ok. Ouais, justement, la partie usinage, on en a un petit peu parlé, mais chez SMM, vous êtes capable de descendre à un niveau de précision extrêmement important parce que vous faites aussi des foils. Mais dans un moule, c'est moins important. On n'est pas dans ce micro. En réalité, honnêtement, non. C'est-à-dire que la précision demandée quand on fait du yachting, on n'a pas forcément une précision très forte qui nous est demandée. On peut être à plus ou moins quelques millimètres sur un moule, c'est totalement acceptable. Pour les clients, quand on passe sur le secteur de la course au large, on sent que les précisions diminuent. Et on est de l'ordre de plus ou moins 2-3 mm peut-être, et voire un peu moins selon les cas, selon les tailles et autres. Et après, par contre, c'est vraiment le secteur de l'aéronautique où on a des tolérances qui sont assez fortes.
et également l'usinage des foils. Et là, on peut descendre jusqu'à plus ou moins 0,3 dixième de précision, que ce soit sur l'usinage de pièces ou la réalisation des moules. Ok. Je vais prendre la dernière question un peu technique de Loeva. Avez-vous déjà regardé du côté des moules adaptables avec des actionneurs et des membranes souples? Yann, tu acquiesces? Oui, j'acquiesce. Quand on parle de membrane souple, c'est pour faire de l'infusion avec une vessie silicone sur le dessus de la membrane. C'est de cela dont on parle? Je n'ai pas les précisions de Loeva. Je pense à ça aussi, en tout cas. D'accord. Alors, on le fait. Aujourd'hui, je préfère fabriquer en moule contre moule. Parce que le problème de la membrane souple, elle est assez onéreuse. Souvent, c'est une vessie silicone ou ce qu'on appelle une mosite. Et quand la résine se durcit après polymérisation, elle devient très coupante. Et avoir des membranes onéreuses qui font que 2 ou 3 pièces parce que lors du démoulage ou de l'arrachage, il y a eu un pincement et on a percé la mosite, ça fait mal au cœur. Ouais, pour compléter, nous, c'est quelque chose qu'on a déjà regardé de près. Et la solution technique ne nous a pas paru pertinente justement par rapport à ce que disait Yann, c'est sur le nombre de cycles de pièces. Ça ne me paraissait pas être le plus adapté à proposer à nos clients. D'accord. Parfait. Ben, écoutez, il est 10h. Je vous propose de terminer le Selling Café maintenant. Je vais faire un petit point agenda pour vous donner rendez-vous bien sûr sur Lorient à l'occasion des Ocean Race et puis bien sûr le défi Azimut où nous vous proposons une conférence le 18 septembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez sur le site sellingvalley.bzh, vous allez trouver les liens d'inscription si vous n'avez pas reçu les mails d'invitation. Évidemment, après, on se retrouvera à la Route du Rhum où soyez vigilants sur les invitations qu'on vous envoie. On parlera transport vélique, on parlera course au large évidemment et nautisme. Donc voilà, j'espère vous revoir bientôt. J'espère aussi que vous avez appris plein de choses. C'est le but aussi de ces Selling Café. Et puis merci Yann, merci Guillaume d'avoir apporté en toute transparence vos connaissances. N'hésitez pas à les contacter. Vous trouverez leurs coordonnées assez facilement. Je vous dis à bientôt. Le prochain Selling Café sera à la fin du mois de septembre sur le refit des multicoques. On regardera un petit peu ce qui a été fait. Merci Arnaud. Je me demandais ce qu'on allait se dire pendant 1 heure sur les moules, mais finalement... Merci beaucoup pour ce temps. Et si je peux rajouter un dernier élément, bien sûr, on enverra par la suite un mail en vous invitant tous ceux qui souhaitent à venir faire une visite chez SMM Composites pour continuer un peu dans le sens de ce que j'ai pu commencer à expliquer, parce qu'il en reste, il y a plein de choses à dire sur les moules. On pourra vous aider à organiser cette visite aussi. Ça peut être un petit temps d'animation très sympa. Avec plaisir. À bientôt. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne journée à tous. Au revoir.